Bonjour à tous les amis et aujourd'hui invité du jour Yanis Gemouri, combattant MMA qui présente une carte de 10-1. Yanis, comment vas-tu? Ça va, super, ça va. Alhamdoulilah, et toi, ça va? Je te remercie, je vais très bien. Yanis, pour tous ceux qui ne te connaissent pas spécialement ou qui te connaissent un petit peu moins, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours en MMA, de ton point de départ jusqu'à ton évolution à aujourd'hui? Alors, Yanis Guémouri, je suis combattant de MMA, j'habite dans la région lyonnaise. Je suis managé par Guillaume Pelletier, donc membre de la Bulgarian Top Team. J'ai commencé le MMA en 2014 en amateur. J'ai fait un combat au Shooto en Suisse, remporté. Ensuite, j'ai directement fait des combats pro, donc référenciés sur Tapologie, Sherdog, etc. Donc là, j'affiche une carte, comme tu as dit, de 10-1. Donc 10 victoires pour une défaite. Et donc j'ai commencé à combattre un peu en France. Ensuite, voilà, j'ai commencé à m'expatrier un peu à l'étranger, donc la Belgique, l'Ukraine. Et là, plus récemment, j'ai combattu à Abu Dhabi. Et dernier combat, c'était en Biélorussie, donc au Brave. Justement, pour parler de ton dernier combat que tu as eu au Brave face à Vladislav Novitski, que tu as gagné par split décision, une décision partagée, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce combat que tu as eu déjà dans une grosse organisation et sur ce résultat que tu as eu? Eh ben, c'était une première pour moi au Brave. Donc, grosse organisation du Moyen-Orient. Ça fait, je crois, 5 ans qu'ils existent. Si je dis pas de bêtises, à peu près. Donc là-bas, comme on sait, il y a eu Hamza Chimaev qui est sorti de là-bas, qui est à l'UFC maintenant. Il y a Abdullah Abdouragimov aussi. Donc de gros combattants sont passés par là-bas. Et après, mon manager Guillaume Pelletier m'a trouvé un contrat donc Brave, m'a négocié un contrat là-bas. Donc j'ai signé pour 5 combats. Et le premier, il avait lieu en juin, donc en Biélorussie, donc contre un local. Donc c'était un combat un peu plus compliqué que ce que je pensais. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au premier round, ça se passait bien. On est resté que debout, pour moi en tout cas, et même pour mes coachs, etc. Les gens qui ont regardé le combat, j'étais devant. Et au milieu du deuxième, il met un coup dans l'œil, mais pas légal, hein, attention, c'était une gauche ou un uppercut, je sais plus, ou un crochet, je crois que c'était un uppercut, qui atterrit dans mon œil. Du coup, je voyais flou, c'était l'œil droit. Et je voyais flou après pendant tout le reste du combat. Donc, à un moment, il avait un crochet qui m'a fait vaciller légèrement, mais ça s'est vu sans trop se voir. Donc, je l'ai emmené au sol. Et après, troisième round, quand on a repris, pareil, je l'ai emmené au sol directement et je l'ai maintenu au sol. Et comme tu as dit, alhamdoulilah, j'ai gagné par décision partagée. Moi, je pensais qu'ils allaient mettre perdant. Pourquoi? Parce que je me dis, j'affronte un local. Et aller à la décision contre des locaux, c'est jamais bon. Mais je me dis aussi, si j'ai réussi à gagner par décision partagée chez un local, c'est que quand même, voilà, j'ai quand même, entre guillemets, dominé le combat, quoi. C'est sûr. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tes deux derniers combats que tu fais au Brave et à l'UAE Warriors contre Rachid El Azoum, il me semble que sur ces deux derniers combats, tu étais blessé, tu avais des problèmes au niveau de ton coude. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cette blessure et sur comment elle t'a handicapé dans ta préparation? Alors, il faut savoir que ma blessure au coude, elle date pas d'hier. En fait, moi, depuis, pour ceux qui me connaissent, ils savent que ça fait, je crois que j'ai fait mon premier combat, ouais, mon premier combat référencié où j'étais pas blessé. Et à partir du deuxième, j'ai tout le temps combattu blessé, que ce soit avec des entorses à la cheville, le ménisque, le coude, etc. Mais là, le coude, ça date de décembre 2019. Ça a commencé légèrement et j'avais quand même une petite douleur, mais ça allait. Donc, comme tous les sportifs, on est un peu têtu, j'ai forcé dessus. Et avant le combat contre Rachid, donc à l'UE Warrior, je crois que c'était 10 jours avant. 10 jours avant, je tourne en sparring avec un collègue et en plus d'avoir la blessure au coude, il met un back kick dans les côtes. Je ne m'attendais pas du tout, j'avance sur lui, il me le met dans la côte. Et depuis, j'avais super mal à la côte et même à l'échauffement, j'étais avec Fares Ziam qui est venu, qui m'accompagnait. Et même à l'échauffement et pendant la fight week, il faisait bien gaffe de ne pas me faire mal à la côte. On mettait de la crème toute la semaine dessus. Je mettais un peu de glace parce que j'avais bien mal à la côte. Ça m'empêchait même, enfin, quand j'inspirais fort, ça me lançait un peu.
Et en plus de ça, il y avait le coude. Et l'adversaire, le Warrior, en fait, de base, c'était pas lui. De base, je devais prendre un boxeur et que je devais, en fait, qui avait pas trop un bon cardio. Donc, la stratégie, ça aurait été de le boxer, et parce qu'il était moins technique que moi en boxe, et de le fatiguer, en fait. Je pense que j'aurais voulu, en tout cas, après, on sait pas comment se déroule un combat, le finir au premier ou au deuxième. Sauf que le lundi, en allant à l'aéroport avec donc Fares, bah, mon manager, il nous appelle et il nous explique que, du coup, changement d'adversaire parce que le mien, il était bloqué à la frontière. C'était la période de Covid et tout, c'était un peu compliqué. Donc, le mien, bloqué à la frontière, il n'a pas réussi à passer. Et l'adversaire de Rachid, il a eu le même problème que mon adversaire. Donc, son adversaire aussi bloqué à la frontière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je combats à 61 kilos. Et Rachid, c'était en catégorie au-dessus, c'était à 66 kilos. On a fait le catchweight à 65. Donc, je suis monté de catégorie, j'ai combattu contre Rachid, mais du coup, la stratégie, c'était pas du tout la même. Et même ma préparation globale, que ce soit physique, etc., c'était pas du tout prévu pour ça. Donc, du coup, Rachid, comme on a pu voir sur le combat, je l'ai lutté, malgré que ça me faisait mal à la côte sur les phases de lutte. Bah, je devais le lutter, en fait, parce qu'on a vu que sa seule défaite qu'il avait contre Vucenic, le champion du Cage Warrior à l'heure actuelle, ben, il l'a bien lutté, en fait. Il l'a collé contre la cage, il l'a bien fatigué. Et moi, du coup, c'est ce que j'ai fait, en fait. Je l'ai lutté au max. Et fin du premier round, je me rappelle, j'avais les bras, ils étaient lourds. J'étais congestionné. Et du coup, je ne l'ai pas dit à Fares parce que pour pas l'inquiéter, je lui ai juste dit, ouais, masse-moi les bras. Et j'avais les bras, j'arrivais plus en fait, à fermer les doigts, en fait, tellement j'avais les bras congestionnés. Donc du coup, j'ai fini le combat comme ça, hein. En fait, je l'avais ouvert à la fin du premier round, il était bien ouvert là. Je me suis dit, j'espère qu'ils vont arrêter le combat et tout, comme ça je gagne. Et quand j'ai vu que je reprenais le combat, qu'il me restait au moins 2 rounds à faire, mentalement, je n'étais pas bien. Après, je dis, tant pis, on y va, c'est le combat, tu vois. Et Et combattre en étant blessé et en ayant la victoire au bout, je suppose que pour toi, ça rend la victoire encore plus savoureuse. exactement, ça rend la victoire encore plus savoureuse. Et après, c'est triste à dire, mais j'ai l'habitude de combattre blessé, en fait. Après, il y a des blessures qui ont fait que j'ai vraiment pas pu combattre, ou le combat, j'ai dû l'annuler ou quoi que ce soit, quand vraiment c'était des grosses blessures. Mais j'ai toujours, comme là, j'ai ma blessure au coude, mais elle est super handicapante. Des fois, je fais des sparring, et ils pourront te le confirmer, je tourne, et des fois, en fait, le simple fait qu'ils mettent une gauche sur mon gant à moi, et ben, ça me plie le coude, en fait, je m'y attends pas, en fait, parce que c'est pas moi qui fais le mouvement, et des fois, je dois arrêter les sparring, j'ai mal au coude, ça me lance. Musculation, je peux pas trop tirer, avoir le bras tendu avec du poids, en fait, trop lourd. Mais après, c'est sûr qu'au niveau de la victoire, t'es content. En plus, quand tu gagnes un mec bah, qui est favori, t'es une KT au-dessus, et etc., bah, t'es satisfait quand même. J'imagine. Et tu viens de dire que tu combattais, enfin, durant toute ta carrière, tu as combattu régulièrement blessé. Aujourd'hui, je sais que tu as pris la décision avec ton manager Guillaume Pelletier, qu'on a eu la chance, nous aussi, d'avoir en interview, de te faire opérer et de prendre pas mal de repos pour revenir en bonne santé et pour pouvoir combattre de manière correcte, avec un physique en bonne santé. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus déjà sur cette décision, qui n'est pas une décision, je pense, facile, surtout à 27 ans, Yanis? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti aux États-Unis m'entraîner à Sanford MMA. C'était en octobre, je suis resté un mois là-bas. Et donc, mon manager, je reviens mi-novembre, il me propose un combat en Serbie le 11 décembre. Le 11 ou le 18. Bref, mi-décembre, quand il me propose un combat au Brave. Donc, ça tombait bien au niveau de ma préparation. Donc, le combat, il se valide, etc. Et je crois quelques jours après, bah, le jour de mon départ des États-Unis, mon manager, il m'annonce que mon adversaire, il s'est blessé. Donc, du coup, bah, j'ai dit, tu sais quoi, je lui en ai parlé. Je dit, écoute, bah, vu qu'il n'y a pas de combat pour l'instant, bah, celui-là, c'est annulé. Est-ce que tu penses que ça fait 2 ans que je te parle de me faire opérer? Est-ce que tu penses que c'est pas le moment de le faire, etc. En même temps, j'ai la pubalgie qui s'est réveillée à ce moment-là. Donc, on a décidé que si, c'était mieux. Donc, après, voilà, j'ai 27 ans, justement. Je me dis que ça reste jeune, même si on s'approche de la trentaine, ça reste jeune. Donc, vaut mieux le faire maintenant que de le regretter plus tard sur un combat où j'aurais pas pu m'exprimer bien ou à cause de la douleur, quoi.
Tu as dit que tu as été à la Stanford MMA avec Fares. Je sais que tu l'as accompagné plusieurs fois dans ses camps d'entraînement et sur ses Fight Week. Aujourd'hui, quand tu regardes ta carrière et ton évolution, notamment le fait de pouvoir s'entraîner dans des centres d'entraînement aussi prestigieux que la Stanford MMA, qu'est-ce que ça t'apporte pour toi, aussi bien psychologiquement, mais aussi bien dans ta progression de toutes tes compétences, que ce soit au sol et debout? Alors en fait, ce qui m'a surpris là-bas, c'est que leur rythme, en tout cas je parle de Sanford parce que c'est pas le seul club des États-Unis, mais j'ai parlé avec des mecs qui s'entraînent un peu à droite à gauche aux États-Unis et on est tous revenus sur le même point, c'est que le matin ils font, en tout cas comme ça se passe là-bas, on faisait l'entraînement dur. Donc, par exemple, je vais dire une bêtise, lutte, mais le soir c'est vraiment light. Tu viens, tu fais un peu de la technique, tu transpires à peine en fait, tu révises tes gammes, tu fais un peu de technique. Hop, le lendemain, c'est pareil. Tu fais par exemple sparring MMA, mais le soir, c'est light. Tu fais un peu de PAO, tu fais un peu de sac. C'est vraiment, en fait, c'est un entraînement dur dans la journée. Et nous, on part du principe que les Américains, ils s'entraînent 2, 3 fois par jour, mais dur tout le temps. Mais en fait, tu peux pas tenir. À un moment donné, tu te blesses ou voilà, il t'arrive des choses qui font que ta perte de poids va mal se passer, etc. Tu vas être fatigué. Donc, en vrai, ça, déjà, ça m'a surpris. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est le niveau. Parce il est bon, attention, ils avaient des mecs dans toutes les orgas, UFC, Bellator, PFL, etc. Mais techniquement parlant, en France, ça va. Je trouve que moi, comme j'ai tourné là-bas avec des mecs de ma catégorie, franchement, c'était bien. J'ai pas senti euh, un mec qui m'a dominé de ouf, que ce soit en lutte ou en boxe ou au sol. Pour Fares, c'était pareil. Avec tous les gens avec qui il a tourné, bah, on a eu le même ressenti en fait. On n'a pas senti des mecs qui nous. On s'attendait en fait à mieux, malgré que, attention, ils sont très bons. Mais je me suis dit d'un côté, en France, ça veut dire que en fait, on n'a pas de retard tant que ça au niveau technique. Mais c'est surtout dans l'infrastructure où là, et la manière de s'entraîner, où là, ça m'a mis en quelque sorte une frappe. Je me suis dit, en fait, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut s'entraîner. Et il n'y a pas de secret, en fait. Donc, sur la manière de m'entraîner, c'est sûr que ça m'a grave apporté. Je sais maintenant comment je vais devoir m'entraîner ici en France. Et après, voilà, hein, le mieux quand même, c'est d'aller là-bas parce qu'il y a l'infrastructure. Il y a plein de sparring. Franchement, tu les comptes même pas. Donc, c'est que du kiff après. Et j'imagine que pour toi, avoir été régulièrement à l'UFC dans les différents combats qu'a pu avoir Fares, aujourd'hui, ça devient clairement à la fois, je pense, un rêve et un objectif pour toi. Après, franchement, l'UFC, on va pas se mentir, pour tout combattant de MMA, c'est dans un coin de leur tête. Le mec qui te dit demain, ouais, non, l'UFC, j'ai pas trop envie, ou non, ça m'intéresse pas, c'est soit il ment, il est humble ou modeste, soit il dit pas la vérité parce que l'UFC, c'est tout le monde. C'est comme si tu es footballeur pro, mais tu rêves pas d'aller jouer au Real Madrid ou au FC Barcelone, ou je te dis une bêtise comme ça, tu vois, un gros club. Tout le monde rêve de ça, en fait. Mais l'UFC, ça reste un objectif, et surtout, comme tu as dit, j'ai pu accompagner Fares 2 fois. Donc, tu vois qu'en fait, c'est le top de toutes les organisations. Et je te dis la vérité, ils seront irrattrapables. Tu peux assembler toutes les organisations, que ce soit financièrement ou sur la logistique, ce que tu veux, ils sont trop loin. Ils ont le petit détail qui fait la différence. Ils prennent soin des combattants. Tu as besoin de rien faire. Franchement, c'est magnifique. C'était des belles expériences. J'imagine que c'est une expérience qui est déjà à la fois inoubliable, mais aussi enrichissante, déjà sur le plan personnel, mais aussi humainement. Je pense qu'on fait d'assez belles rencontres. Maintenant, la question que j'ai envie de te poser, tu es un combattant qui est à la fois à l'aise debout et au sol. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait te manquer pour compléter tous tes atouts et pouvoir te permettre d'aller plus haut? Je dirais même si je l'ai, mais je dirais la condition physique. Après, techniquement, il faut progresser quand même de partout, hein. La lutte, c'est très très important aussi. J'aimerais bien encore progresser plus là-dessus. Le sol, pareil. Et en fait, la boxe aussi, en fait. De partout. J'aimerais bien être encore plus fort, être encore plus performant, faire encore plus mal, faire encore plus de différence techniquement. Après le haut niveau, c'est ça, c'est ce qui fait la différence, c'est les petits détails au haut niveau.
On verra pas des trucs de fou, c'est vraiment les petits détails qui font la différence. Donc, dans tous les aspects, moi, franchement, j'aimerais bien progresser et je vais travailler pour de toute façon. Et par rapport à tes aspects techniques, aujourd'hui, si tu pouvais te comparer à un combattant de renommée mondiale, avec qui tu penses avoir le plus de similitudes? De renommée mondiale, Peu importe le combattant de n'importe quelle organisation avec lequel tu penses avoir plus de points similaires. jamais pensé à. J'ai jamais réfléchi à ça. Je vais être honnête avec toi. Tu me poses une colle. Euh, On peut aussi penser parallèlement quel combattant te permet, on va dire, te motive, ou alors tu le prends en tant qu'exemple. voilà. Alors, par contre, en tant qu'exemple, je vais partir dans ma catégorie à moi. Et franchement, c'est Peter Yan, le champion actuel des 61 kilos. Dans tout ce qu'il fait, il est trop motivant. Tout, il est super intelligent parce que les gens, ils parlent souvent de son cardio, de sa puissance, etc., de sa technique quand il boxe. Et les gens, ils se rendent pas compte comment il est super intelligent quand il combat. C'est un truc de fou. On voit que c'est réfléchi parce que moi, ces combats, je les ai vus et revus, tu vois. Et il est super réfléchi, il prend son temps. Non, franchement, il a un fight IQ il est impressionnant et son entraînement aussi, parce que je le suis, il s'entraîne dur. Il laisse rien au hasard, en fait. Donc, s'il en est là aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est même pas un mystère, en fait. C'est même pas un miracle. C'est la logique des choses. Je suis totalement d'accord avec toi sur ce combattant-là. Toi, Yanis, tu as été un ancien combattant de kickboxing. Je crois que tu avais une carte de, il me semble, 15-0. C'est ça. Aujourd'hui, comment tu as fait la transition entre le kickboxing et le MMA? En fait, j'ai commencé par les combats de pied-point, mais dans ma tête, c'était toujours le MMA que je visais. Parce que j'ai commencé par regarder le Pride et tout. Et dans mon club, en fait, la Team Esbiré, à l'époque, il y avait beaucoup de kickboxing. Bah, c'est un club de pied-point à la base. Et on avait un cours de grappling par semaine. Donc j'ai commencé en fait comme ça. Je faisais donc du coup du lundi au jeudi, c'était que du pied-point. Et le vendredi, je faisais grappling MMA en fait. Donc c'était pas assez. Et l'année suivante, j'ai rajouté, donc je suis allé m'entraîner dans un club de lutte à Dessines, là où j'habitais. Et j'ai commencé comme ça, en fait, petit à petit, à me rajouter à chaque fois la lutte. Après, j'ai rajouté une séance de grappling. Et l'année suivante, ça y est, j'ai vraiment fait plus de MMA, donc contre la cage, sol avec frappe, le grappling pur, la lutte adaptée au MMA. À partir de ce moment-là, ouais, j'ai vraiment fait cette transition de MMA et j'ai laissé de côté le kick. D'accord. On salue par la même occasion le coach Esbiri qui fait un travail vraiment de qualité et qui propose sur les réseaux un contenu assez intéressant. Yanis, le MMA en France, il a été légalisé il y a quelques années maintenant. Est-ce que pour toi, comment tu juges cette évolution au niveau de la légalisation? Est-ce que tu as vu de réelles améliorations, que ce soit au niveau des combattants, mais aussi des organisations, ou tu n'en as pas réellement vu? En fait, au niveau des combattants, pas encore. Pourquoi? Parce que bah, en France, le MMA, il a mis du temps à arriver. Donc, du coup, tous les gros combattants français, bah, ils ont tous signé dans des organisations à l'étranger. Donc, ça, c'est une chose, entre guillemets, qu'on peut pas trop rattraper, même si on peut. Mais sinon, au niveau des organisations, ça va. Franchement, je crois qu'il y a l'Hexagone MMA, il y a la RES qui monte bien aussi, qui font de gros événements en France. 100% Fight qui sont là depuis, je crois, 20 ans. Non, franchement, en France, quand même, au niveau de l'organisation, ça commence à pousser. Après, même si comme d'habitude, en France, on a toujours du retard. Donc, je ne sais pas si le retard il sera rattrapé. Moi, en tout cas, au moins maintenant, c'est légalisé. Donc, on n'a plus d'excuses à dire, ouais, il faut aller à l'étranger, ceci, cela pour combattre. On peut combattre chez nous, il faut en profiter. Et au moins, le public français il découvre ce sport c'est le sport d'avenir, je trouve. En tout cas, je pense de mon côté que niveau sport de combat, c'est le sport d'avenir. Je te rejoins également sur ça. C'est un sport qui ne cesse d'évoluer et de progresser. On arrive en fin d'interview, Yanis. Je tiens un petit quiz qu'on appelle le Five. C'est 5 questions à réponse unique et tu réponds comme tu le sens. Alors, Ouais. la première question, je pense que j'ai un petit peu la réponse. Petr Yan ou Sterling? Ah, Yann.
Là, c'est une question, je sais que tu es un amoureux du ballon en rond. Sonny Anderson ou Karim Benzema? Benzema. Difficile choix. Non, pas trop difficile, parce que Sonny Gold, je l'ai connu, mais j'étais tout petit. Et Benzema, là, ça y est, ça fait 10 ans qu'il est au plus haut niveau. Et c'est un Algérien en plus, donc Raison de plus. voilà, raison de plus. Snapchat ou Instagram? Instagram, iPhone ou Samsung? iPhone. Et là, la dernière question, ton repas préféré post-compétition? Un bon tacos de chez mon pote Fater, de Chicken Eden. Ça marche. Je te remercie Yanis d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Ça a été un réel plaisir de pouvoir échanger avec toi. Les Merci. amis, n'hésitez pas, je mettrai les informations du compte Instagram de Yanis. N'hésitez pas à lui donner un maximum de force et de soutenir durant sa période de convalescence. Yanis, personnellement, je te souhaite un prompt rétablissement. J'espère que tu reviendras très bientôt dans l'octogone et que tu continueras à augmenter tes performances. Inch'Allah, en tout cas, merci à toi, Magid. Et pareil, si je peux me permettre de dire un petit mot aux gens qui nous suivent. Donc voilà, les personnes comme Magid qui consacrent du temps aux combattants. Comme on a dit, en France, c'est compliqué de se montrer. C'est compliqué pour nous, en fait, combattants français. Donc, il faut se donner de la force. Il faut partager la page. Il faut leur donner de la force aussi. Nous donner de la force à nous. Il faut que tout le monde se donne de la force. Et n'hésitez pas à partager la vidéo qui va suivre. Merci pour le message, j'apprécie vraiment. Merci à toi, Magid. Merci Et beaucoup. tout.